Donc, je vous présente nos panélistes à l'instant. Je commence avec Daniel Deschaines, qui est diplômé en technologie de génie civil. Il possède plus de 35 années d'expérience professionnelle, dont 31 années dans le domaine de l'environnement chez Biogénie. Avec ses nombreuses années d'expérience, il est un expert et une référence pour le traitement et la valorisation des sols contaminés. En 2007, il est promu directeur des centres de traitement de sols contaminés, centres de compostage et des projets de végétalisation et de reboisement pour des sites dégradés. Depuis juin 2023, il a maintenant la responsabilité du développement des affaires pour tout le Québec. Alexandre Mire, titulaire d'un baccalauréat en géologie environnementale et d'une maîtrise en sciences de la Terre de l'Université du Québec à Montréal. Il débute sa carrière à titre de professionnel de recherche au Laboratoire des sciences animales de l'Université Laval en 2004. En 2006, il joint Englobe à titre de chargé de projet. Il travaille sur des projets de recherche et de développement reliés au traitement de matrices contaminées par différents polluants organiques et inorganiques. Et finalement, Daniel Cyr, diplômé de génie civil de l'Université de Sherbrooke et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il occupe actuellement le poste de responsable du volet génie et environnement à la ville de Thetford Mines, où il contribue activement à la planification et à la gestion durable des actifs municipaux de la ville. Il agit également à titre de directeur général de la régie intermunicipale de la région de Thetford. Un rôle qui l'amène à travailler à l'échelle régionale sur des enjeux de gestion des matières résiduelles, de développement et de transition des terres. Il est membre de l'Association des ingénieurs municipaux du Québec et siège au conseil d'administration de l'organisme de bassin versant Grobec. Merci d'être avec nous. On va commencer ça sans plus attendre par un peu des définitions de ce dont on va parler pendant ce panel. On parle de réhabilitation, on parle de décontamination, on parle de valorisation. Démêlez-nous un petit peu. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, on va parler de décontamination, donc réhabilitation des friches industrielles aujourd'hui. Donc, lorsqu'on a un projet d'une friche industrielle, qu'est-ce qui est important, c'est de pouvoir travailler en amont avant tout pour voir au niveau de trouver des avantages au niveau de valorisation et aussi de traitement sur place. Donc, des fois, ce n'est pas possible de pouvoir décontaminer sur place et aussi côté des volumes. Donc, il y a des sites autorisés comme nous, on a plusieurs centres de traitement. Ça marche bien? OK. Plusieurs centres de traitement au Québec. Donc, la photo que vous voyez, c'est un centre de traitement montréalais. Donc, on va utiliser une technologie de biotraitement. Donc, c'est des micro-organismes qui vont décontaminer les sols contaminés. Donc, ça, c'est dans les mesures que les sols peuvent être traités sur place. Et par la suite, ces sols-là sont valorisés dans différents sites de valorisation. Ils pourraient même retourner sur le site d'origine aussi afin de pouvoir remplir l'excavation qui avait été excavée auparavant. OK, c'est beau de même. Là, ça faudrait peut-être. Est-ce que ce serait possible de pouvoir mettre la présentation en globe, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc, dans le fond, comme Daniel mentionnait, il y a des centres de traitement qui existent pour valoriser les sols. Il y a aussi une possibilité d'effectuer une réhabilitation sur le terrain du client avec différentes techniques. On a un choix de technologie plus important quand on le fait directement chez le client. Donc, il y a le biotraitement qui existe, il y a de l'oxydation chimique, il y a le traitement thermique, il y a beaucoup de différentes technologies qui existent. Il y en a qui sont plus commercialement disponibles, d'autres encore un peu à l'échelle de l'étude, des essais pilotes. Et il y en a qui sont plus dispendieuses que d'autres. Donc, les firmes comme Englobe, il y a d'autres firmes aussi, sont en mesure de présenter aux clients toutes les différentes options qui existent en fonction des types de contaminants et des types de sols. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un exemple assez concret de ça. Une ancienne usine pétrochimique à Montréal, un projet qui vient d'être terminé par Englobe sur une série sur 2 ans. Donc, c'est une ancienne usine qui est fermée dans les années 50, donc beaucoup d'infrastructures, beaucoup de contamination très variées. Ça avait été possédé par Monsanto à l'époque, donc plusieurs types de contaminants. Quand on a trouvé le site, il était en partie revégétalisé naturellement, parce que ça fait des décennies que le site est à l'abandon, des structures de béton, des dalles, des infrastructures souterraines aussi. Donc, il y avait plusieurs types de contamination, différentes approches qui ont été évaluées. Si je peux tourner. Voilà. Donc,
On vous montre une photo du site pendant le traitement. Donc, on voit plusieurs choses là. On fait du biotraitement, un peu comme ce qui est fait dans les centres de traitement de biogénie. Les volumes étaient assez importants pour justifier qu'on le fasse directement sur le site du client. Et ça permettait aussi de réutiliser les les sols sur le site. Il y avait une contamination métaux. Ça, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire de là. Donc, on s'est tourné vers Biogénie pour faire de la disposition hors site, pour de la revalorisation. Il y avait de l'amiante aussi. Donc, l'amiante, même si on aurait pu traiter les hydrocarbures pétroliers, par exemple, la présence d'amiante fait qu'on ne peut pas réutiliser les sols sur le site. Donc, encore une fois, un autre contaminant qu'on a dû disposer hors site. Il y avait des contaminants un peu plus exotiques, les phtalates. Donc, c'est un contaminant présentement, il n'y a pas de voie de traitement, de technologie de traitement. Donc, Englobe a fait des essais en laboratoire. On a proposé une technologie aux clients, puis on a été en mesure de traiter ces sols-là sur le site et de les réutiliser. Donc, on voit qu'il y a différentes approches qui peuvent être proposées à des clients pour vraiment maximiser les efforts là, de réhabilitation. Puis, à la fin, on se retrouve avec un site qui est remblayé, complètement prêt à une réutilisation. Dans ce cas-ci, il va y avoir une usine là, de compostage là, qui va être mise en place là, différentes choses. Donc, le site retrouve une vocation industrielle qu'il avait perdue pendant des décennies. Et ça, c'est possible. C'est un projet qu'on peut rendre, avoir un bon succès parce qu'on a eu différentes approches pour gérer puis maximiser les sous du client. Peut-être mettre l'autre présentation Biogénie, s'il vous plaît. Peut-être revenir sur la slide. Merci. Allez-y, continuez. Je pense que vous vouliez nous parler de certains cas de figure devant lesquels on peut se retrouver. Exact. Donc, c'est certain que quand on fait du traitement sur place, on peut les valoriser, les matières, les sols, vraiment sur le site d'origine. Par contre, quand ce n'est pas possible de faire du traitement in situ, les sols sont disposés dans les lieux autorisés afin d'être traités et il faut trouver des solutions pour valoriser ces sols-là par la suite. Et on trouve des solutions plus locales, donc pour minimiser les gaz à effet de serre, l'empreinte carbone. Donc ici, la photo que vous voyez, c'est un projet depuis 2015, début de l'année 2015. Vous connaissez sûrement cette photo-là. En tout cas, vous reconnaissez sûrement la région. C'est un projet à Black Lake avec notre partenaire, Groupe Mazarin. On se trouve à revitaliser, donc utiliser des sols biotraités ou de critères résidentiels pour couches d'enracinement. Puis par la suite, aussi, on a un support à la végétation qu'on va utiliser des matières résiduelles fertilisantes, dont des biosolides de la ville de Thetford Mines qu'on va utiliser. Au lieu de les envoyer à l'enfouissement, ils vont être valorisés comme couches de support à la végétation. Puis par la suite, on va se trouver à semer des graminées et planter des épinettes blanches. Donc, présentement, on a fait 100 hectares depuis 2015. Donc, ça, c'est une photo tirée de BC1, British Canadian 1. On est présentement à BC2 actuellement parce que le projet de 100 hectares est terminé. On a planté au-dessus de 45 000 arbres et on a encore 45 000 arbres à planter aussi. Donc, on redonne la biodiversité dans la région. C'est une fierté chez Biogénie, ces projets-là, parce que le titre du congrès, c'est bien, hein, c'est du gris au vert, c'est en plein vraiment qu'est-ce qu'on fait comme réalisation. Puis aussi, on ne se limite pas parce qu'on trouve ça très important de pouvoir peut-être donner de la vie aussi. On parle de la faune et de la flore, donc on a mis des ruches d'abeilles aussi. On produit du miel avec une apicultrice locale aussi. Donc, on trouve ça très intéressant qu'on puisse boucler la boucle en tant que telle dans des projets. Puis ces projets-là pourraient avoir une école de parapente, etc., mais ça dépend du propriétaire s'il désire aller de cette avenue-là. Donc, on voit une autre photo aussi au niveau de la revitalisation. Donc, il y a le musée KB3. Je laisserai la parole en premier lieu à Daniel. Oui, c'est ça. Projet KB3, c'est un super beau projet de mise en valeur d'un ancien site minier. Fait qu'on voit un peu sur la photo là, qu'il y a eu beaucoup de verdure qui a été ajoutée. Là, si vous verrez la photo avant, c'est assez incroyable. Là, on ne l'a pas malheureusement, là, mais tout était gris, les bâtiments étaient en décrépitude. Donc, il y a quand même eu beaucoup de travail qui a été mis à cet endroit-là. Puis ce qui est important de dire aussi, c'est malgré que c'est un ancien site minier, le ministère de l'Environnement nous exigeait quand même 1 mètre de matériel propre par-dessus les résidus miniers, parce qu'il y avait beaucoup de résidus miniers à ces endroits-là.
Puis aussi, ils nous exigeaient qu'aussitôt qu'on creusait, qu'on avait présence d'amiante, il fallait gérer ces matières-là. Donc, il a fallu envoyer ces matières-là. Là, je ne me rappelle plus combien de milliers de tonnes qu'on a envoyées justement dans des sites de disposition. On a 10 000 tonnes de résidus miniers qui ont été utilisés pour le site de Black Lake. C'est ça. Fait qu'on avait, en plus d'envoyer en disposition au site, ben, les gens de Biogénie nous ont fourni du matériel aussi là, pour sur le site. Donc, nous, en fait, on a sauvé beaucoup, beaucoup d'argent grâce à Biogénie. Fait que ça, c'est le genre de partenariat au niveau municipal qu'on va essayer de développer beaucoup. Parce que, comme notre maire nous le dit tout le temps, on gère de la vraie argent. Fait que, fait qu'on essaye tout le temps de sauver puis d'être le plus efficace possible. Puis quand on a des firmes comme ça qui viennent nous aider, là, c'est super. Oui, pour ce projet-là, en plus, il a fallu aller chercher des autorisations ministérielles. On a utilisé des sols biotraités ou de critères résidentiels afin de pouvoir mettre cette couche-là. Puis par la suite, on a revitalisé. Donc, on a fait quand même, je pense, pas loin d'un saving à ce projet-là, au-dessus de 250 000 de saving en valorisant. C'est certain que ça a pris une autorisation ministérielle du ministère de l'Environnement pour procéder à ce projet-là. Bon, là, vous nous avez présenté plein de beaux cas. On disait qu'on gère de la vraie argent. Justement, quand on regarde des projets comme ceux-là, puis qu'on parle de décontamination, de valorisation des sols, on a l'impression que souvent, c'est des coûts exorbitants, des tâches un peu insurmontables. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours extrêmement lourd financièrement, ces projets-là? Ouais, ben, c'est sûr que souvent les clients vont être un peu découragés là, en voyant l'ampleur de la tâche, puis aussi souvent la pression qui est faite par le ministère ou les villes là, pour réaliser les projets. C'est clair qu'il y a des options, tu sais, puis Daniel en a présenté quelques-unes. Il y a des façons de rendre un projet. Bon, on fera jamais. C'est rare qu'on fait de l'argent avec ça, les clients, mais il y a des options de réutilisation. Il y a des technologies de traitement qui sont moins coûteuses que d'autres, qui peuvent faire un bon travail. Donc, il y a de l'innovation qui existe. Et le danger, c'est que les clients se sentent un peu seuls. Ils ne savent pas un peu, ils vont aller chercher un peu un consultant qui va leur donner des informations. Mais moi, j'invite les clients à faire le tour de plusieurs firmes pour voir un peu c'est quoi vos approches, où est-ce qu'on pourrait sauver de l'argent. Puis il y a des compagnies, Englobe en une, Biogénie aussi, qui ont vraiment un mode, une vision en entrepreneur, en disant, regardez, nous, on est là pour vous aider, vous accompagner là-dedans, et non pas juste offrir un service. Donc souvent, on va essayer, nous, le plus souvent possible, d'accompagner les clients en amont pour les aider, puis leur dire, regardez, là, je pense, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, ça peut attendre plus tard, ça, il faut mettre l'emphase là-dessus pour X, Y raison. Souvent, les clients sont un peu démunis avec ça, là. Donc c'est jamais le fun, c'est jamais des bonnes nouvelles quand il faut faire une décontamination, mais souvent, on peut accompagner, puis c'est moins pire que ça ne l'air. Oui, puis on peut toujours aussi proposer des solutions. Entre autres, un projet en Estrie, il y avait des sols contaminés qui dépassaient le critère d'usage. Donc, on a mentionné aux clients, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? Es-tu pressé vraiment à construire quelque chose? Non, il faut que je réhabilite, puis ça va être plus tard que je vais faire des travaux. Ben regarde, viens me porter tes sols contaminés. Donc, au niveau à Sherbrooke, on les a décontaminés, puis on les a retournés, puis on a maximisé le transport aussi, donc des phases de projet. Donc, on en regarde avec le client. C'est un peu comme la terre végétale, un projet majeur à Québec, qui ont des gros volumes de terre végétale. Ils disent, regarde, là, je vais en avoir de besoin, mais là, il faut que j'en dispose. Attends un peu, là, avant de disposer ça, supposons, à gauche et à droite, on pourrait peut-être la regarder, peut-être, pour pouvoir le stocker temporairement, injecter du compost dedans, puis avoir vraiment un produit agronomique certifié de MTQ qui pourrait être utilisé. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Donc, c'est ça la solution. Tout le temps en amont de trouver, qui nous contactent, Biogénie ou Englobe ou d'autres firmes, afin de trouver des solutions pour minimiser vraiment des coûts. Et minimiser l'anxiété que ça peut parfois provoquer. Daniel, au niveau des municipalités, c'est quoi les responsabilités qui retombent là, sur les municipalités concernant ces sols-là? Bien, c'est sûr que des sols contaminés, on a la responsabilité de déterminer un passif environnemental au niveau de tous les terrains contaminés au niveau de la ville qui appartiennent, entre autres, à la ville. Mais ce qui est difficile des fois là-dedans, c'est qu'il y a des terrains qu'on ne sait pas qui sont contaminés. Des fois, il y a une historique avec ça, puis si on ne les réutilise pas, si on ne change pas l'utilisation, on ne fera pas d'études environnementales, fait qu'on ne le saura jamais. Fait que des fois, ça peut être compliqué d'évaluer ce passif environnemental-là. Puis là, c'est des lois municipales maintenant qui sont obligatoires. Puis c'est pas toutes les municipalités qui sont au courant de ça, des fois aussi.
Fait que ça peut être quand même assez important là, de développer cet aspect-là. Puis quand on parle de responsabilité de terrain contaminé, je reviens un peu sur notre site d'enfouissement là, qu'on a fermé en 2009. Je pense qu'on a des photos un peu. Ça, c'est une autre responsabilité. C'est une régie intermunicipale qui était propriétaire de ce site-là. Puis on avait une responsabilité de fermer le site en 2009 parce que les normes avaient changé à ce moment-là. Donc, encore là, on a fait affaire avec les gens de Biogénie parce qu'on avait un 2 mètres de matériel à mettre par-dessus les cellules d'enfouissement pour closer ça final. Donc, c'est là qu'on a réussi encore là à sauver beaucoup d'argent à cause des matières qu'on a pu réutiliser, là, des sols AB à ce moment-là pour réutiliser sur ce site-là. Fait que c'est différents types de responsabilités qu'on peut avoir au niveau des villes, des municipalités. Puis depuis le début de vos discussions, j'entends beaucoup de solutions. Mais il y a aussi des freins, évidemment, là, sur notre route, quand on est dans des projets comme ceux-là. C'est quoi les principaux freins qu'on rencontre? Bien, les freins, un peu, c'est entre autres, quand un promoteur évalue un projet, bien, il faut lui, de son côté, il faut qu'il regarde son retour sur l'investissement. Donc, il travaille avec nous autres, entre autres, mais bien souvent, je pense que c'est important que le gouvernement puisse les aider, ces promoteurs-là, surtout dans les régions. Donc, de pouvoir peut-être, là, présentement, il y avait un programme Climat-Sol Plus, il y avait de l'argent qui était injecté auprès du ministère de l'Environnement dans ce programme-là, que les promoteurs pouvaient faire leurs demandes. Donc, il y a des subventions qui variaient de 50 à 70 tout dépendant le projet. Et puis là, présentement, en octobre 2024, il n'y a pas d'argent qui a été réinjecté. Donc, on connaît ce qui se passe au niveau du contexte économique. On espère que le gouvernement va réinjecter de l'argent pour que les projets puissent lever. Il y en avait 4 projets en Estrie, 2 publics et 2 privés, que finalement, à cause qu'il n'y avait plus d'argent dans le Climat-Sol Plus, bien, sont sur la glace. Malheureusement, bien, ça limite le développement économique aussi des régions. Donc, je pense bien que le ministère, s'il y a du monde du ministère ici, ils vont comprendre le message que c'est important que les gens aient de l'aide au niveau financier. Il y a l'argent, mais des fois, il y a la manière dont les programmes sont faits aussi, des fois. Oui, exact. Donc, il y a des programmes qui existent pour aider les clients privés à faire une décontamination, mais souvent, ces projets-là sont assez restrictifs. C'est pas des projets qui sont agiles. Donc, nous, on essaie de trouver des solutions qui sont un peu en dehors du cadre, puis là, ça bloque souvent. Donc, c'est important d'avoir des barrières pour s'assurer que les programmes sont bien gérés, c'est sûr, mais il faut faire confiance à l'industrie. On a souvent des solutions à proposer qui n'ont pas été pensées au niveau du gouvernement parce que c'est normal, c'est pas leur business. Nous autres, on fait ça toujours. Donc, souvent, on arrive avec une approche un peu parallèle, puis c'est pas toujours facile de faire rentrer ça dans un programme qui est un peu dur. La difficulté d'entrer dans les petites cases, c'est pas seulement dans votre domaine, je peux vous le confirmer. Si on approfondit un petit peu plus sur la question du financement, sur la question de l'argent, c'est comme finalement toujours un peu le nerf de la guerre. Comment on fait pour déterminer si ça vaut la peine, si ça vaut le coup ou si ça ne vaut pas la peine finalement? Puis surtout aussi, quand on est en région, c'est sûr, quand je vois plein de beaux exemples à Montréal, la valeur évidemment d'un terrain à Montréal, la disponibilité des terrains, c'est différent. Donc, comment on fait pour savoir si ça vaut la peine ou non? Question simple, encore une fois. En fait, je vais prendre un peu la balle au bon parce que nous, justement, tu viens de le dire, là, en région, la valeur des terrains n'est vraiment pas la même que ce qu'on va retrouver à Montréal, à Québec, puis aussi à la densité. Tu sais, de construire un immeuble sur 20 étages, que là, tu viens rentabiliser ton terrain, quand même que ça te coûte $1,5 million à décontaminer ton site, ça va valoir la peine. Tandis que nous, quand on parle ici à Thetford, on a des projets actuellement, là, justement, que l'enjeu, c'est la décontamination des terrains. Puis je pense qu'il y a des solutions, mais ça vient un peu à ce que Daniel disait tantôt par rapport au programme gouvernemental. Je pense que s'il n'y a pas de programme gouvernemental pour certains projets, bien, malheureusement, le projet ne se fera jamais. Fait que c'est ça qui est plate un peu en région. Mais quand on réussit des fois avec persévérance, avec des promoteurs, des entrepreneurs locaux, des fois, on va sauver beaucoup d'argent, on va sauver beaucoup de frais, on va réutiliser des matériaux, on va faire de la valorisation. Ça peut quand même être possible. Sauf que ça serait le fun d'avoir un petit peu plus d'argent. Oui, parce que, tu sais, quand nous, on est vraiment quand même bien positionnés au niveau des centres de traitement au Québec. Depuis 2020, on a un centre de traitement à Sept-Îles
et aussi un autre à Bécomo. Puis c'était ça un peu les coûts astronomiques au niveau aussi. Les valeurs des terrains sont beaucoup moins hautes que, mettons, en milieu urbain, à Montréal, Québec. Donc, c'est certain qu'en instaurant des nouveaux centres de traitement, ça a permis de pouvoir vraiment minimiser les coûts des projets, que le projet puisse se réaliser, et non faire environ 8 heures de route pour disposer des sols contaminés, là. Disons, le domaine du traitement des sols, j'imagine, je ne connais pas beaucoup ça, mais j'imagine que c'est en évolution. Ça doit être un secteur dans lequel il y a des innovations là, continuellement. C'est quoi les innovations des dernières années, celles qu'on devrait être mis au courant dans votre domaine? C'est une bonne question. C'est un projet, un domaine qui est quand même assez mature. Il y a des firmes qui sont implantées depuis des dizaines d'années qui font du traitement. Mais il y a toujours des nouveaux contaminants. On parle aux composés perfluorés, les SPFA, on en entend parler. Il y a des contaminants qu'on retrouve maintenant dans les sédiments. Donc, à partir du moment où les méthodes analytiques changent, il y a des nouveaux contaminants qui apparaissent. Et c'est là qu'on frappe vraiment un nœud, c'est-à-dire que des firmes comme Englobe, on peut développer des technologies pour traiter ça, mais c'est les critères qui ne sont pas encore tout à fait mis au point par le ministère. Donc, souvent, il y a ce qu'on appelle de la précaution. Donc, dans le fond, le ministère va avoir un principe de prudence. Donc là, ils vont être très frileux, ils vont nous mettre des critères ultra bas qui ne sont pas vraiment supportés par la réglementation ou des études écotoxicologiques. Donc souvent, on va avoir des projets qui ne verront pas le jour, qui sont très difficiles à mettre sur pied parce que les critères sont tellement sévères pour des raisons qui ne sont pas encore très solides. Donc on prend la prudence, mais en même temps, si par exemple le ministère pouvait nous offrir, regardez, faites un essai pilote, faites un projet pilote, on va bien le documenter, puis on va mesurer les impacts potentiels ou pas, puis voir, bon, finalement, il n'y a pas d'impact, ou oui, il y en a un, ça va nous permettre d'avancer. Souvent, les gens au ministère vont travailler de leur côté avec leurs données, alors que nous, on a accès à plein de données, on a des sols contaminés, puis on peut faire des choses, là. Les projets pilotes, c'est vraiment une bonne stratégie en passant. Quand on ne rentre pas dans les petites cases, là, souvent, c'est un mot magique qu'on utilise dans nos stratégies de relations gouvernementales. Oui, Daniel? Le ministère de l'Environnement a mis un programme au niveau des redevances. Donc, quand tu disposes des sols en tant que tel d'un centre de traitement, c'est 5$ la tonne. Si tu les envoies à l'enfouissement, ils ont mis un incitatif de ne pas aller à l'enfouissement, c'est 11,33. Puis par la suite, quand tu fais du traitement in situ, il n'y a pas aucune redevance. Donc, pour ça qu'ils prônent beaucoup le traitement sur place quand c'est possible naturellement. Au niveau des redevances, c'est certain que l'enveloppe budgétaire au niveau des redevances qui est accumulée, il y a 25% qui va être dédié à des firmes comme nous pour développer des nouvelles technologies au niveau des traités des nouveaux sols. À titre d'exemple, des sols contaminés par du triméthyléthane, que ce soit aussi des nouvelles technologies aussi, comme présentement, comme vous voyez à l'écran, c'est un projet de phytoremédiation qu'on a mis en place, ça fait pas loin de 5 ans. C'est certain que quand on parle de décontamination avec des herbacées, c'est un peu plus long que du traitement dans les centres de traitement. Des fois, le traitement va prendre à peu près 20 semaines. Donc, on parle de phytoremédiation, on parle peut-être des fois plus de 10 ans de pouvoir décontaminer. Donc, c'est un projet qu'on a à Black Lake, à BC1, qu'on a eu une subvention du ministère de l'Environnement. Donc, on est bien choyé d'avoir eu une subvention pour faire ce projet-là. Puis, qu'est-ce que je peux vous dire, après 5 ans, on a quand même eu des rabattements de 60% pour les contaminants. Et le projet va se poursuivre afin de faire la dégradation du contaminant au niveau des parcelles de démonstration. Donc, le ministère est ouvert, ils ont besoin de nous autres, des entreprises, pour innover, trouver des nouvelles solutions, des nouveaux contaminants à dégrader, à décontaminer. Donc, c'est certain qu'il y a de l'aide du ministère de l'Environnement pour développer des nouvelles technologies, que ce soit des nouveaux contaminants par physico-chimiques, etc. C'est super intéressant. Ici, dans le projet de plan directeur, là, si on avait des éléments, là, des angles morts, des choses auxquelles on doit penser là, à cette étape-ci en vrac, qu'est-ce que vous auriez à nous dire? Bien, c'est sûr que là, on a un plan directeur actuellement qui est en marche, qu'on va commencer à faire dans les prochains mois. Au niveau du centre-ville, je pense qu'il y a la firme qui est ici, là, qui est en charge de ce projet-là. Je pense que c'est vraiment de tout prévoir à l'avance, essayer de penser le plus possible à qu'est-ce qui peut avoir un impact pour la mise en valeur d'un site comme ça. Puis il y en a beaucoup, là. Tu sais, quand on parle, oui, à l'amiante, mais c'est un site industriel à la base. Fait que c'est sûr qu'on va trouver
dans les phases 1, phase 2, on va trouver plein de belles surprises quand on va creuser. On l'a fait quand on a fait notre projet Corbet 3, d'ailleurs. Là. On est tombé à un moment donné sur un convoyeur de 3 mètres de diamètre qu'on ne savait pas qu'il était là. Donc, c'était assez impressionnant. Il était dans le sol? Oui, c'est ça. Fait qu'on a eu toutes sortes de belles surprises. Fait que je pense que c'est d'essayer de penser à tout à la base. Puis je pense que c'est un peu c'est ce que vous disiez tantôt. C'est de s'enligner mieux là-dessus. D'être le plus en amont possible, se poser les bonnes questions au bon moment aussi. Il y a comme on dirait qu'il y a un enjeu de timing aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire trop tôt, mais il ne faut pas non plus, pour essayer d'éviter d'avoir des mauvaises surprises, il ne faut pas non plus s'y prendre trop tard. C'est quoi l'importance du timing dans ces processus-là? Bien, au niveau du timing, c'est certain que faut toujours travailler en amont aussi, de pouvoir, quand on sait qu'il y a un projet qui va être réalisé, comme mettons le beau projet chemin de fer Québec central qu'on pourrait parler, puis je ne veux pas aller trop dans les détails, bien, je pense que le ministère de l'Environnement puis les firmes auraient travaillé en amont de ça bien avant. Bien, je pense qu'il y aurait eu peut-être des solutions afin de pouvoir revitaliser puis minimiser les coûts du projet. Donc, des fois, c'est tout le temps, go, il faut le faire en exécution. Mais attends un peu, là, c'est parce que là, les solutions, il faut livrer tout de suite. Bien, tu sais, ça prend un peu de délai par rapport à ça. Donc, c'est important de pouvoir prévoir tout le temps en amont les projets, puis de faire contribuer les entreprises privées afin de pouvoir trouver des solutions, puis après ça, le mettre dans l'appel d'offres, puis après ça, soumissionner. Là, parce que, voilà, c'est un peu mal. Souvent, les clients vont nous appeler. Pourquoi? Parce qu'ils ont une offre d'achat pour un terrain. Bon. Fait que là, ça presse. Là, ça presse. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ah, c'est contaminé ici. Ça, c'était pas prévu. Si vous savez que votre terrain est vacant depuis 5 ans, puis bon, vous n'avez pas eu d'offre ou vous n'êtes pas prêt encore, mais ça s'en vient. Là. Donc, c'est le moment, 5 ans avant, de dire, bon, on va mandater une petite firme. Ce n'est pas des mandats qui sont très dispendieux, mais vous faites votre caractérisation de site. Vous dites, regarde, moi, dans le passé, j'ai entreposé ça. Bon, il y a peut-être des risques là. Donc, déjà, vous avez une meilleure idée d'où vous en allez quand vous allez être prêt à faire votre vente de terrain ou votre changement d'usage. Puis, avec des privés, ça peut se faire. Avec le public, c'est plus difficile parce que là, on parle d'appels d'offres. Les appels d'offres sortent, c'est déjà ficelé par un autre consultant qui n'a souvent pas l'expérience pour la réhabilitation. Donc là, nous, on regarde le devis et on fait « Ah, j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais pas fait ça comme ça. » Donc souvent, puis là, il est trop tard parce que là, le processus d'appel d'offres est lancé. Puis souvent, récemment, on a vécu ça avec Hydro-Québec. Ça s'est arrêté abruptement. Ça va repartir. Donc, souvent, il y a beaucoup de pertes de temps, beaucoup d'efforts par les firmes, mais aussi par les clients. Donc, c'est toujours en amont. Moi, je vois ça comme une toiture. Là. Si on attend que ça commence à fuir dans la chambre pour la réparer, bien, ça fait peut-être 5 ans qu'il y avait des signes de détérioration. Donc, il faut vraiment y aller en amont le plus possible. Oui, puis faire attention aux appels d'offres. C'est pas le seul domaine non plus auquel il faut faire attention à la manière dont on fait les appels d'offres. On va bientôt prendre vos questions, commencer à penser à vos questions, mais en terminant un petit tour de table, des derniers conseils à donner ici dans la région ou en général quand il est question de valorisation des contaminations et réhabilitation des sols. Bien, prenez-vous d'avance. Ouais, je pense que c'est ça le message. Prenez-vous d'avance, puis n'ayez pas peur d'aller échanger avec des firmes pour pouvoir trouver des solutions. Parce que des fois, nos clients demandent « Ah, j'avais pas pensé à ça », pour minimiser les coûts. Donc, je pense que c'est de se prendre d'avance. Des petites démarches exploratoires aussi, ce serait peut-être la solution pour éviter les surprises plus tard. Exact. Puis, on ne parle même pas de donner un mandat à une firme. Souvent, les gens vont nous appeler. On discute pendant 1 heure, tel dossier. Puis, tu sais, on sait, moi, je sais beaucoup ce que Daniel a à offrir et vice-versa. Par exemple, on va dire, regardez, appelez ces gens-là, ils ont peut-être une solution pour vous. Donc, souvent, on n'ose pas ou on n'a pas les contacts, mais une fois que les contacts sont établis, souvent, puis une fois qu'on sert des clients comme ça, ils nous rappellent. Donc, nous autres, c'est du développement d'affaires. Là. Donc, c'est ce qu'on a à vous offrir. Donc, n'hésitez pas. Là. Parfait. Est-ce que c'est votre conseil ou vous aviez un autre conseil à nous donner? Ça va être ça. Parfait. Daniel? Ben, moi, je pense que c'était plus de développer des synergies à travers soit des municipalités, des entreprises privées, des ministères. Parce que des fois, les ministères, il faut qu'ils soient partie prenante de ces projets-là. Parce que des fois, on a des belles intentions, puis là, on se bloque avec des « oui, mais ». OK, oui, ouais, mais tu pensais à ça? Oui, mais, les « oui, mais », là, on ne fait pas de projet avec des « oui, mais ». Là. Donc, des fois, quand on a les gens des différents ministères avec nous,
ben, des fois, on leur explique. Puis quand ils viennent sur le terrain, des fois, ben là, c'est là qu'ils s'aperçoivent que, ah, OK, ouais, c'est ça. OK, je ne l'avais pas vu. Fait que, des fois, de développer des belles relations, des fois, avec soit les ministères, les entreprises. Les impliquer en amont, effectivement. C'est ça, exactement. Donc, on ne veut plus, le message est lancé, on ne veut plus de oui, mais. Qu'est-ce qu'on veut en échange? On veut des oui. Puis on va s'arranger après pour que ça fonctionne. On serait maintenant prêt à prendre vos questions? Richard Fournier de Bécomo. Je veux savoir, souvent, c'est des terrains qui ne sont pas utilisés depuis quelques années. La municipalité, on procède à un changement de zonage. On enlève, par exemple, l'industrie lourde. On permet quelque chose de plus soft, l'industrie légère ou commerce de gros, par exemple. Est-ce que ça a un impact sur le plan de réhabilitation? Est-ce que ça coûte plus cher aux propriétaires parce qu'il ne pourra pas continuer dans le même usage, par exemple? Oui, c'est clair que les critères d'usage vont être plus sévères pour du résidentiel, par exemple, ou du commercial, comparé à de l'industriel. Donc, ça, c'est super important de le voir. Là, puis, demander à des firmes si ça va être quoi l'influence. Souvent, il va y avoir des contaminations qu'on va dire, oui, ça, par exemple, des métaux lourds, si ça reste en haut d'un certain seuil, on peut les laisser sur place. Maintenant, vous changez l'usage. Ces sols-là ne respectent plus l'usage, ils doivent sortir. Donc là, ça peut avoir un effet, effectivement, assez majeur sur le niveau d'effort de réhabilitation. Je pense que c'est là que c'est important d'aller avant de faire les changements de zonage, puis tu sais, de s'assurer que financièrement, c'est faisable après. Là. Fait qu'après, si tu veux faire des projets résidentiels, c'est un projet qui va te coûter une fortune, aussi bien le laisser en industriel puis de développer de l'industriel dans le secteur. Oui, mais c'est de regarder avec les firmes, parce que peut-être on parle de métaux, ils peuvent faire une étude d'impact pour voir si ces contaminants-là peuvent rester là, s'il n'y a pas d'impact au niveau de l'environnement. C'est toutes des choses qui peuvent être regardées. Donc, de ne pas hésiter à regarder les dossiers avec des consultants là, comme Englobe. Là. Bonjour, Geneviève Poulain, Palme, Québec. 2 questions. La première est toute simple, c'est à peu près le pourcentage de répartition entre la décontamination naturelle et mécanique. Tu sais, juste pour voir un peu le poids de ce que ça peut avoir. C'est une sous-question à peut-être une stratégie. Là, je vous écoutais parler, puis je me disais, un peu comme les milieux humides, tu sais, on a fait des plans globaux de compensation des milieux humides. Tu sais, les municipalités ou les MRC faisaient ça. On pourrait-tu, dans des secteurs stratégiques de développement, penser faire des plans de décontamination plus territorial, avec justement en amont, faire des tests. On a déjà mobilisé les équipements. Donc, il y aurait peut-être un gain là, intéressant à faire. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez de cette bulle d'air-là. Au niveau des types de décontamination, dans le fond, on parle de naturel. Vous voulez dire... la phyto, c'est quand même assez... je vais te laisser donner. Oui, au niveau de la phytoremédiation, c'est certain que au niveau du traitement, c'est du traitement qui est quand même avec des herbacées. Donc, on parle d'un peu... On prend à peu près, grosso modo, à décontaminer à 100%, peut-être jusqu'à 10 ans au niveau de la décontamination. Contrairement, quand on fait vraiment du traitement biologique en soi, les micro-organismes, c'est beaucoup plus rapide aussi. Donc, pas tous les projets qui se prêtent. Là. C'est ça, exactement. Donc, moi, j'ai un projet de phytoremédiation, que ce soit des sites, des friches industrielles en Abitibi, en Schefferville, qui a beaucoup de contamination, que malheureusement, les compagnies minières sont parties puis ont laissé à l'abandon les sites, qu'il y a de la contamination. Bien, ça pourrait être vraiment des beaux projets afin de faire de la revitalisation en faisant du traitement au niveau des contaminants. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Là, En fait, ça, c'était le pourcentage, parce que souvent, on voyait du mécanique. On enlève l'affaire, on la ramène. Moi, je voulais voir le poids de l'outil naturel si on est patient. Là. Je te dirais, c'est très embryonnaire au niveau de la phytoremédiation, c'est en bas d'1%. Là, il y a beaucoup c'est du traitement mécanique in situ, ex situ, donc sur place ou hors site. Là. Donc, il n'y a pas de traitement phytoremédiation. Là, c'est un début, c'est un beau projet qu'on a mis. C'est pour ça qu'on a acheté une subvention, parce qu'on va après ça, suite à ça, on voudrait l'attendre à des régions éloignées pour faire le traitement avec ces herbacées-là. Peut-être pour répondre par rapport un plan de terrain contaminé, là, bien, comme plusieurs peut-être le savent ou ne le savent pas, là, il y a déjà un inventaire de terrains contaminés au niveau du ministère. Là. On peut aller sur le site Internet du ministère de l'Environnement, puis on va trouver cet inventaire-là. De là à faire un plan général,
Ça peut être difficile parce que bien souvent, ce qui va commencer une procédure de décontamination, et ainsi de suite, ça va être un changement d'usage. Fait que là, bien souvent, les propriétaires de terrain qui font tout le temps le même usage du terrain n'auront pas l'avantage de dire je vais aller vérifier si mon terrain est contaminé parce que là, ça a des responsabilités par après. Donc, ça peut être difficile. Là, ça crée comme une responsabilité par la suite. Fait que, ça pourrait être une idée. Là. J'imagine qu'il y a des municipalités là, qui veulent vraiment avoir là, le portrait exact. J'imagine que ça se ferait. Là. Mais ouais, ça serait peut-être une bonne idée. Oui, il n'y a pas de oui, mais. Ouais, c'est ça. On avait une autre question, hein? Oui. Bonjour, Marie-Chantal Croft, Éco-Bâtiment. Vous avez beaucoup parlé de travailler en amont, mais ça reste, est-ce qu'il y aurait des stratégies de prévention? Parce que c'est certain, là, on voit, des fois, on est devant le fait accompli, comme on a une usine qui a fonctionné à un endroit, mais c'est parce qu'on continue d'enfouir partout. Il y a ça aussi, je pense, qui est quand même vraiment important de réfléchir parce qu'on enfouit, puis après ça, on dit on va décontaminer. Est-ce que vous travaillez aussi en amont à ce niveau-là? Oui, c'est un bon point. Donc, dans le fond, chez Englobe, souvent, chez les industriels, on va faire des audits de conformité. Donc, on va visiter les usines, par exemple, dire, regardez ça. C'est pas tellement une conformité au niveau environnemental. C'est-à-dire, là, il y a des risques de fuite, là, il y a des risques de déversement, tout ça. Donc, l'idée, c'est oui que les industriels aient une bonne gestion, mais c'est aussi éviter qu'il y ait de la contamination qui se propage. Là. Donc, souvent, effectivement, on est appelé trop tard, mais il y a moyen aussi d'avoir des bonnes mesures de gestion, saine gestion des infrastructures ou des actifs qui ont les industriels pour s'assurer de prévenir la contamination. J'ai une question naïve, là, mais les lois ont changé aussi. Là. Ce qu'on a comme terrain contaminé partout au Québec en ce moment, ça date d'une autre époque. Maintenant, si on allait faire un voyage dans le temps dans 200 ans, logiquement, on ne devrait pas être dans la même situation. Ah, j'ai vu son visage et je pense que je vais être découragée par la réponse. C'est sûr qu'on voit des choses qui ne se font plus, là, heureusement, là, mais on peut être surpris. Là, ouais. On continue de contaminer allègrement des terrains. Vous allez avoir beaucoup de travail encore. Oui. Ben, au moins, quand il y a une industrie qui se trouve à fermer une session d'activité, ben, il y a une obligation de procéder vraiment une phase 1, phase 2, une phase 3, phase 4. Donc, phase 4, c'est une réhabilitation pour ramener au zonage permis pour l'activité qui était industrielle, supposons. Merci pour ces précisions. Je suis quand même un petit peu moins découragée. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, André Pross de Minéraux Musée Thetford KB3. Je connais bien les deux Daniel au panel. Salut Daniel, salut Daniel. C'est ça, je reviens au sol contaminé avec de l'amiante. Et en lien surtout avec la friche future, la friche industrielle qui va être redéveloppée, la mine Belle, mais aussi le centre historique de la mine King. Comme vous savez, les deux sites sont sur des sites miniers qui contiennent de l'amiante. Dans le cas je reviens au centre historique de la mine King, c'était un imprévu, cette excavation de sol contaminé. Ça nous a coûté 400 000 $. Ça nous a évité de finir le projet comme tel du KB3. On a réussi finalement à rénover le chevalement, la salle des treuils, la forge. On avait à excaver des sols contaminés avec l'amiante. On est sur un site minier. On est voisin d'un site minier. On a excavé, on a transporté. Quand on pense au changement climatique puis l'effet carbone, c'est pas logique. Je me dis, on va devoir, tôt ou tard, quand on va redévelopper la friche je pense à la mine Belle, où il y a 40 bâtiments qui vont être démantelés, sauf peut-être 2, le chevalement puis l'atelier de gobage. Là. En tout cas, on verra. Mais quand on va excaver ces sols-là, mais pourquoi on ne pourrait pas tout simplement, au lieu des entreposer à air libre, les envoyer dans le puits de la mine Beaver, qui est juste à côté. Vous avez tout vu hier, lors de notre voyage parmi les mines. On a arrêté un belvédère, vous avez vu le beau lac. Et quoi de mieux que de rendre inertes des sols contaminés avec l'amiante en noyer? Et je me demande pourquoi on ne pourrait pas faire ça. Pourquoi le ministère n'a pas pensé à ça? D'agir avec parce que des sols contaminés à l'amiante ne peuvent pas être traités. Ils doivent être gérés dans un site
qui est approuvé par le gouvernement. Puis ça, c'est à aire ouverte en plus. Mais quoi de mieux que d'ennoyer, puis à proximité du site qui va être redéveloppé? Je voudrais avoir vos opinions là-dessus. Moi, je peux peut-être commencer. C'est certain qu'au niveau des sols contaminés avec de l'amiante, s'il y a d'autres contaminants comme des contaminants hydrocarbures, il peut avoir un impact à envoyer ça dans la fosse à noyer. Donc, j'ai eu des discussions avec le ministère de l'Environnement. C'est certain qu'eux autres, de leur côté, il y a une ouverture que nos centres de traitement peuvent recevoir ces sols contaminés-là avec présence d'amiante, mais aussi au niveau pour le traitement des hydrocarbures. Puis par la suite, les valoriser sur les algues minières qu'on se trouve à faire au niveau de la revitalisation. C'est certain que le ministère est ouvert, je pense, à toutes sortes de projets. Suite au BAP, tout ça, je pense qu'il y a une certaine ouverture de revitalisation. Est-ce que le ministère serait prêt à pouvoir les mettre dans la fosse à noyer? Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas au ministère de l'Environnement, mais ce serait tout à fait logique en soi que les résidus retournent où ils étaient là auparavant. Donc, mais je pense que le ministère a une ouverture de pouvoir étudier cas par cas. Puis si vous avez un cas, M. Prost, au niveau de ça, c'est de pouvoir l'amener au ministère, puis ils vont la regarder. Là. Ce qui n'était pas le cas avant, quand on a fait KB3 dans le temps, là, vous vous rappellerez que c'était une fin de non-recevoir. Au niveau du ministère de l'Environnement, c'était non, tu es obligé d'envoyer ces matériaux-là dans des sites autorisés, même si on était sur un site minier. Puis on leur a redit plusieurs fois, puis c'était une fin de non-recevoir. Fait que là, j'espère que, avec les nouvelles infrastructures en place au niveau de la région par rapport à l'amiante, que là, quand on va avoir ce projet majeur-là au centre-ville, que là, il va y avoir des ouvertures. On en a un autre projet, là, entre autres, là, sur la rue Cahouette, là, de revitalisation là, d'un ancien site minier. On a encore de la difficulté avec ça, mais on sent peut-être une écoute. Mais on a bien hâte de voir, parce que tantôt, tu parlais d'études éco-toxicologiques. Je ne sais pas s'il y a bien du monde ici qui connaît c'est quoi une étude éco-toxicologique. Là. Mais c'est hyper compliqué. Là, parce que là, à un moment donné, on disait pourquoi mettre un mètre de matériel par-dessus de l'amiante? Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas personne qui va. Faites une étude éco-toxicologique. Fait que là, qu'on ne sait même pas comment faire, qu'on ne sait même pas sur quoi qu'on va se baser pour faire cette étude-là. Fait que, des fois, c'est ça. Des fois, il y a du non-sens, mais on va travailler fort là, dans les prochaines années pour essayer d'enrayer tout ce non-sens-là puis de le faire. Je pourrais en terminant. Oui, juste pour terminer, Americana, à Réseau Environnement, il y avait le ministère qui est venu présenter une présentation, pour vous êtes capable d'aller la chercher. C'était la valorisation au niveau des sols amiantés en tant que tel. Donc, en autant, tout dépendant le risque, de peut-être recouvrir de 40 cm ou 1 mètre, tout dépendant aussi le risque. C'est une gestion de risque. Je pense que le ministère est rendu à gérer ces matières-là en gestion de risque. Donc, si jamais il y a d'autres personnes qui ont des questions, je vais vous inviter à aller les poser à ces messieurs sur l'heure du lunch parce que c'est l'heure de passer à l'autre panel. Merci beaucoup.